La Chine est encore tellement mystérieuse pour tellement de gens. Il faut que les hommes politiques et les autres dirigeants contribuent à la démystifier plutôt que de faire l'inverse, parce que ça les arrange politiquement. Le danger, ce serait que les démagogues du journal télévisé, ou du Congrès, ou d'ailleurs, se servent de la menace chinoise pour rallier les gens à leurs idées. Cela se passe beaucoup comme ça. Notre grande menace chinoise, c'est celle-là. Vous savez, les caractéristiques sociodémographiques constituent l'un des moteurs les plus essentiels pour une économie. Ce sont les êtres humains qui construisent l'économie. Et parce qu'au final, une économie n'est rien sans les gens, c'est ça. C'est de cela qu'il s'agit. Les gens sont très défaitistes. Ils redoutent terriblement un pays qui excelle dans la fabrication à faible coût, mais qui ne parvient pas très bien à développer tout ce qui rapporte de l'argent dans le monde d'aujourd'hui. Fabriquer n'est pas rentable. C'est la vente de matières premières comme le pétrole qui rapporte si on a la chance d'en avoir. On gagne de l'argent dans la vente au détail quand on dispose d'un réseau comme celui de Walmart, avec sa taille, sa réputation, sa publicité. Concevoir peut être rentable si on est capable de concevoir quelque chose d'original et de spécial qui capte l'imagination des gens. L'iPod est l'un de ces phénomènes. Il a généré des milliards et des milliards de bénéfices. Mais la technologie qui l'a rendu possible vient en bonne partie de Chine, où il est fabriqué. Des entreprises chinoises fabriquent constamment des imitations d'iPod, mais elles ne possèdent pas la marque. C'est donc la capacité de concevoir et de gérer une marque, celle d'offrir une valeur qui dépasse la somme de ses composants, qui vous permet de gagner de l'argent. Personnellement, je n'ai pas peur de la Chine. Je suis prêt à me mesurer avec elle sur la conception et les idées. Et je pense que j'ai plus de chances que mes homologues chinois de remporter cette bataille. Mais si je fabriquais des bureaux en bois, je pense que je serais obligé de chercher un autre job. Deux prévisions s'opposent aujourd'hui pour le déficit américain. Il y a ceux qui prévoient un hard landing, un crash, comme la crise survenue à la fin du 19e siècle ou la dépression des années 30. Une sorte de saut quantique imminent entraînant une récession sur l'ensemble de la planète. Et il y a ceux qui prévoient plutôt un soft landing, un atterrissage en douceur, bien maîtrisé, qui irait vers un ralentissement de la croissance. Pour l'instant, le vol se poursuit. La ville de Seattle est située au bord du Pacifique sur la côte ouest au nord de la Californie. Elle symbolise la nouvelle économie, les technologies de pointe et l'ouverture vers le monde, aussi bien vers l'Europe que vers l'Asie. C'est la patrie de Boeing, de Microsoft, d'Amazon et de Starbucks. Et c'est une ville en pleine expansion, tournée vers l'avenir. Aux États-Unis, Richard Florida défend la théorie selon laquelle le monde est parsemé de pics d'activité. D'après lui, si on prend n'importe quelle mesure de l'activité humaine, comme par exemple la consommation électrique, qui est une mesure de l'activité économique, si l'on regarde où sont déposés les brevets, où sont produits les articles scientifiques les plus cités, on constate que ces activités sont concentrées sur des pics en un très petit nombre de lieux. Il y en a un par exemple à Seattle, un autre en Californie du Nord, en Californie du Sud, à Boston. Il y en a d'autres en Asie, il y en a aussi en France. Ces pics désignent des endroits qui concentrent de l'activité, ce qui semble indiquer qu'il y a un intérêt à se trouver à ces endroits-là. La question pour Seattle, c'est de savoir comment faire pour que le pic soit encore plus haut.
Sur le port, on prend soudain conscience du volume de marchandises qui se déverse chaque jour sur l'ensemble du territoire américain en provenance de Chine. Chaque semaine, les cargos déchargent environ 200 000 tonnes de marchandises. Des dizaines de trains par jour partent ensuite vers les grands centres de distribution comme Walmart et Target, où les produits sont vendus aux consommateurs américains. Mais de quoi parle l'économie? Du partage de la richesse d'un pays. Qui tient le couteau? Qui mange le gâteau? Et qui le regarde? This is going to be a 12-foot tall print that shows 200,000 Jeeps. In my newest work, I'm trying to show the actual quantities of things. And so rather than simply make photographs of piles of the things we waste, I'm trying to show the actual number. And even at this tiny size, 200,000 of them makes a print that's 7 feet by 12 feet in size. Another actual quantity of something that I want to depict is the number of sport utility vehicles sold in the United States in 1 year. And that number is 3.6 million. This piece shows black valve caps from tires. I wanted to use these and just photograph 3.6 million of them. So I made a huge frame in my studio and poured 60,000 valve caps. And the final image will look like this. That will be 10 by 25 feet in size in 5 enormous panels. I spent 10 years as a lawyer working in downtown law firms in Seattle, and I made really good money and was doing something that is considered professional and kind of respectable in our society. And I had a condo in downtown Seattle. And I spent huge amounts of money remodeling the condo with all the best countertops and the best quality refrigerator and all those sort of things. And I was kind of following the formula of what we Americans are supposed to do. We're supposed to work really hard, become wealthy, and spend the wealth on really nice things. And I was doing that, and at the same time, I felt like I was a dead person.